Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de débrief du Psychobook. Et le Psychobook, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un livre qu'on choisit de lire en commun et ensuite pour lequel je vous fais un débrief YouTube et vous pouvez répondre en commentaire si vous avez le même avis que moi, s'il y a des choses que vous avez vues différemment. Le Psychobook pour lequel vous aviez voté pour novembre-décembre, c'était le livre Les troubles psychiatriques résistants. En réalité, dans ce livre, en termes de psychopathologie résistante, on parle surtout de 3 troubles. Donc on va parler des TOC, des troubles bipolaires et de la dépression. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. En tout cas, dans ce livre, il parle de ces 3 pathologies qui seraient a priori parmi celles les plus résistantes aux traitements, qu'ils soient médicamenteux ou psychothérapeutiques. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la première partie. En fait, toute la première partie, c'est surtout une histoire de la psychiatrie. Je trouve que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas assez à la fac. Moi, dans mes formations, alors même privées, cela dit, en psychothérapie, mais surtout à la fac, jamais on m'a présenté une histoire de la psychiatrie comme j'ai pu le lire ici, parce que je trouve que ça nous permet aussi de savoir pourquoi on en est là où on en est, dans la manière dont on fait des recherches, en tout cas en Occident et en France, puisque là c'est quand même centré sur l'histoire en France de la psychiatrie, même si un peu impacté par la mondialisation du DSM et de la CIM, mais ça nous donne quand même une meilleure compréhension de pourquoi les politiques publiques en sont là où elles en sont, pourquoi on voit les choses comme on les voit, et je trouve très très dommage qu'on nous explique la psychologie sans nous parler du contexte social dans lequel tout ça se développe. Donc cette partie qui est historique sur la psychiatrie est écrite par un psychiatre, un sociologue, un philosophe et un prof de droit. Donc cette partie pour moi c'était vraiment passionnant quoi. En fait, ça rappelle qu'au XVIIe siècle, en fait ce qui a commencé à se passer c'est qu'on a commencé à mettre les malades à l'extérieur de la ville et on les a appelés les insensés. L'idée c'était un petit peu de maintenir les gens de la ville en bonne santé parce que on savait pas quelle implication ça pouvait avoir. Donc on commence à sortir des villes les insensés. Et puis au XVIIIe siècle, on va commencer à vouloir les prendre en charge, c'est-à-dire les aider. Et c'est là qu'il va y avoir la construction des asiles, donc à l'époque que ça s'appelait comme ça, ces établissements dans lesquels on va prendre soin, si on peut dire comme ça, enfin en tout cas on voulait prendre en charge, guérir, traiter les personnes qui avaient des pathologies qu'on voyait comme plutôt psychologiques et mentales. Et donc ça va être là à ce moment-là la naissance de la psychiatrie, avec notamment Philippe Pinel. Alors les personnes qui vivent à Lyon connaissent Philippe Pinel parce que c'est un grand boulevard dans Lyon qui passe notamment à côté de l'hôpital psychiatrique et donc voilà, il est à l'origine, alors c'est pas lui qui a inventé le terme de psychiatrie, mais en tout cas il est à l'origine du développement de la psychiatrie. Et à ce moment-là, du coup, les personnes qu'on voyait comme des fous et des folles, parce qu'à l'époque on pouvait les appeler comme ça, en fait deviennent des sujets. Alors c'est vraiment intéressant de se dire qu'avant ça, les fous et les folles n'étaient même pas considérés comme des citoyens ou des sujets, en fait c'était des sous-personnes, on pourrait dire comme ça, mais donc à ce moment-là, avec l'avènement de cette discipline de la psychiatrie, ça devient quand même des sujets qu'on va vouloir aider. Et ça se développe à ce point que en fait chaque département doit avoir un établissement qui va accueillir les personnes anciennement insensées et nouvellement aliénées. Et comme on les appelle les aliénés, en fait les médecins sont des médecins aliénistes. Et pour les traiter, en fait, ce qu'on veut, c'est les ramener à la raison, d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'on a une norme assez déterminée de ce que ce serait la raison, et donc on veut guérir ces personnes, on les voit vraiment sous un angle quelque part moral, c'est-à-dire que là, elle a perdu sa raison, il faut lui redonner. Au 19e siècle, le développement de la médecine fait qu'elle devient de plus en plus scientifique, et du coup la psychiatrie devient scientifique avec. En fait, au 19e siècle, on se met à vouloir comprendre comment ça fonctionne, les pathologies mentales, et donc on scientifise cette question de la pathologie mentale. Et donc la manière de traiter les personnes aliénées n'est plus seulement morale à ce moment-là, mais surtout elle devient médicale et organique. On va chercher à l'intérieur des organes et du cerveau aussi les raisons qui font que les personnes sont devenues aliénées. Et puis à ce moment-là, peut-être vous avez déjà entendu parler de Charcot, qui a été un des professeurs de Freud, et donc lui, il commence à développer l'hypnose, et avec ça, on est de moins en moins organiste, c'est-à-dire qu'on va commencer à se dire qu'il y a des pathologies mentales qui ne sont pas forcément en lien avec des organes du corps, et qui ne sont pas forcément non plus neurologiques. Et donc il va y avoir une rupture avec cette psychiatrie médicale, et on va se retrouver dans une psychiatrie un peu humaniste, et les deux vont se faire un petit peu la guerre. On commence à se dire que l'esprit a un pouvoir sur le corps, l'inverse, c'est ce qu'on se disait aussi avant, mais là on commence à se dire on peut avoir dans les deux sens finalement. Et ça crée vraiment une révolution. Alors bien sûr, c'est à partir de là que Freud, lui, va vouloir modéliser sa manière de voir les choses, et notamment en utilisant le concept d'inconscient, il va développer sa théorie qui sera ensuite la psychanalyse et qui va prendre beaucoup de place, en tout cas en France. Si vous travaillez avec la dissociation aujourd'hui, que vous soyez patient, patiente ou psy, vous savez que y a aussi Janet qui a à ce moment-là développé sa théorie de la dissociation. Alors lui, il sera un petit peu moins connu que Freud, et donc ces théories vont mettre du temps à se développer, mais ça devient le cas maintenant. En tout cas, c'est à peu près contemporain. Freud et Janet développent leur théorie sur cette nouvelle vision de la psychiatrie. Au XXe siècle, donc la psychiatrie continue son évolution, elle devient vraiment une discipline médicale à part entière, et on va commencer à développer ce qu'on appelle la description des troubles mentaux, et c'est ça qui
qui va mener en 1952 au premier DSM. Donc c'est le premier manuel de diagnostic en santé mentale dans lequel vous avez une liste de pathologies qui sont décrites par rapport aux connaissances de l'époque, avec les symptômes et puis parfois certaines propositions de traitement. Alors ce premier DSM, il est très infusé des théories psychanalytiques qui sont un peu à la mode, on pourrait dire, à l'époque, et donc on y retrouve beaucoup de la structuration névrotique, psychotique, ce qui est très différent aujourd'hui, où le DSM se veut plutôt athéorique, et donc on essaie de sortir la psychanalyse et les autres approches finalement de la conceptualisation des diagnostics. Alors à la fin des années 50, une révolution va s'opérer, c'est le développement des médicaments psychotropes. Alors pourquoi c'est une révolution? C'est parce que le fait de proposer des médicaments aux personnes qui souffrent de psychopathologie, en fait, ça va leur permettre de sortir de l'hôpital. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, les personnes qui souffrent de psychopathologie, on les enferme, on pourrait dire ça comme ça, dans les hôpitaux, parce qu'on ne voit pas d'autre manière de les aider pour les traiter. Et là, les médicaments vont permettre qu'ils vont sortir des hôpitaux, puisqu'ils peuvent prendre en dehors de l'hôpital les médicaments, et ensuite venir de temps en temps pour des traitements psychothérapeutiques, par exemple. Mais du coup, ça change vraiment la manière de traiter la maladie mentale. Alors ces découvertes-là des médicaments, ça va réancrer la psychiatrie dans une discipline biomédicale et dont elle sortira jamais finalement, et donc il y a une rupture toujours plus importante avec tout ce qui est psychiatrie humaniste qui va plutôt partir du côté des sciences humaines. D'ailleurs aujourd'hui les études sont très différentes, si vous voulez faire de la psychiatrie vous allez plutôt faire vos études en médecine, alors que si vous voulez faire de la psychothérapie ou de la psychologie, vous allez plutôt en psychologie qui est une discipline des sciences humaines aujourd'hui. Dans les années 70, vous savez certainement, il y a plein de psychothérapies qui commencent à se développer, donc là du côté de la psychologie, et on va avoir une rupture désormais entre la psychiatrie et la neurologie qui étaient un peu confondues avant, et du coup ça devient deux disciplines différentes. Et d'ailleurs, il paraît qu'il s'en est fallu de peu, d'après ce bouquin, et pour que la psychiatrie rejoigne à ce moment-là finalement les bancs des sciences humaines. Donc peut-être ça aurait changé la manière dont on prend en charge aujourd'hui les patients avec des troubles psychiatriques, mais en tout cas voilà, c'est resté comme ça. La psychiatrie est restée du côté médical, et la psychothérapie est restée du côté des sciences humaines. En 1980 sort le troisième DSM, donc la troisième version, donc le DSM s'actualise avec les connaissances scientifiques au fur et à mesure, et là il y a une nouvelle révolution, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques suite à cette version-là du DSM. En fait, on a accusé les personnes qui ont mis en place le DSM d'être à la solde des industries pharmaceutiques et d'avoir inventé de nouveaux diagnostics pour qu'on puisse avoir des médicaments qui soient prescrits. Et ça, en fait, si vous connaissez un petit peu le milieu de la psychologie et de la psychothérapie, vous savez que c'est un débat qui a toujours lieu, où régulièrement vous avez des personnes qui vont dire que le diagnostic c'est vraiment quelque chose de business, c'est marketing, c'est fait pour pouvoir donner des médicaments et pour favoriser l'industrie pharmaceutique, alors que d'autres vont dire que quand même ça aide les gens, donc non, c'est comme ça qu'on va aider les patients qui souffrent de psychopathologie. Bon, peut-être que la réalité est entre les deux. Donc à ce moment-là, on a l'émergence de l'evidence-based psychiatrie, donc c'est-à-dire la psychiatrie basée sur le BP, l'evidence-based medicine, c'est-à-dire très scientifique, et on a toujours donc finalement ce fossé entre les disciplines humanistes et très médicales scientifiques qui parfois vont l'une contre l'autre, alors que, bon, en tout cas, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je pense qu'on peut allier les deux. Alors, où on en est aujourd'hui avec tout ça? Finalement, aujourd'hui, on fait un peu un melting pot de tout ça et on voit les troubles psychopathologiques comme devant être abordés de manière à la fois biologique, à la fois psychologique et à la fois sociale. C'est-à-dire qu'on mène finalement la science basée sur les preuves avec les sciences humanistes et aussi on intègre les contextes sociaux. Et c'est là qu'il peut y avoir l'intervention de la personne qui était sociologue dans le bouquin et philosophe, parce qu'il propose de s'interroger sur la question de normalité, c'est-à-dire à partir de quand on considère qu'une personne est porteuse d'un trouble, à partir de quels critères, est-ce qu'on doit continuer à faire en sorte que on doit ramener à la raison ou guérir ces personnes plutôt que de les intégrer éventuellement avec leur spécificité. Et si on parle de normes, ça veut dire que selon les cultures, les psychopathologies vont pas forcément être vues de la même manière, même si de plus en plus on est dans une mondialisation des critères diagnostiques, puisque le DSM et la CIM sont des recueils internationaux qui sont utilisés pour faire les diagnostics, donc on essaie de faire en sorte que ce soit international, mais finalement on pourrait aussi réfléchir à la question en termes de, en fonction de la culture dans laquelle on vit, de comment on accepte la différence et de quels sont les seuils de normes, est-ce qu'on est vraiment toujours dans les mêmes diagnostics, parce qu'ils avaient fait des études, je crois que c'est au moment du DSM-3, où ils expliquaient que finalement, selon les pays, il y avait des diagnostics qui étaient surreprésentés par rapport à d'autres pays, donc on voyait que finalement, selon le système de valeurs et de normes, les diagnostics n'étaient pas toujours faits de la même manière. On a aussi des enjeux économiques, qu'est-ce que ça implique en termes de remboursement notamment, qu'est-ce que ça implique en termes de combien ça coûte ces médicaments, est-ce que tout le monde y a accès, donc il y a des enjeux économiques pour un certain nombre de personnes, et notamment aux États-Unis où ça fonctionne avec un système d'assurance et tout le monde n'en a pas.
On en est aussi avec de plus en plus un développement de ce qu'on appelle l'éthique, parce qu'en fait, même si on cherche à faire de la psychiatrie basée sur les preuves, en fait, on se rend bien compte, si vous avez déjà lu des études, vous voyez bien que c'est vraiment compliqué. Et puis, de toute façon, le cerveau est tellement complexe, et chaque personne est tellement complexe, que c'est très aussi difficile parfois d'isoler les variables. Et donc, on se retrouve avec des savoirs qui sont pas du tout des certitudes. On a surtout beaucoup d'hypothèses de travail, même s'il y a des choses qu'on commence à bien comprendre, et des choses qu'on sait pas. Et donc, pour borner tout ça, c'est comme ça que l'éthique se développe, pour qu'on puisse avoir des limites, vu qu'on n'a pas de certitude et qu'on peut pas dire c'est comme ci ou c'est comme ça et c'est certain. Mais comment on fait quand on sait pas? Il faut pouvoir borner par des choses qu'on accepte de faire, qu'on n'accepte pas de faire. Et cette éthique, elle n'est pas non plus universelle, donc c'est quelque chose qui est pas si simple que ça. Donc c'est là que la philosophie peut venir intervenir pour faire ses réflexions. Et puis les derniers éléments qui étaient proposés, c'était notamment au niveau de la justice, parce que depuis les années 2000, un juge peut considérer qu'une personne accusée est irresponsable pénalement parce qu'elle est porteuse d'une pathologie psychiatrique. Et auquel cas, elle va faire une injonction de soins et donc elle va proposer une hospitalisation d'office. Et donc ça pose la question aussi sur le plan philosophique de est-ce qu'on aurait du coup un devoir moral ou un devoir d'être en bonne santé mentale et comment on fait pour les personnes qui sont dangereuses. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion parfois aussi entre psychopathologie et délinquance, parce qu'en fait c'est pas vraiment avéré que des personnes qui seraient porteuses de troubles psychiatriques seraient forcément plus dangereuses. Donc voilà, vous l'aurez compris, personnellement j'ai adoré cette partie, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, ça m'a permis un petit peu de synthétiser et de mieux comprendre un petit peu les enjeux finalement juridiques, philosophiques, médicaux et culturels qu'on pouvait avoir avec les prises en charge des patients. Alors ensuite, dans la partie 2, on nous parle enfin des troubles. Parce que finalement, moi je croyais que c'était ça le sujet principal, et puis ça n'arrive que au bout d'un certain nombre de pages. Alors les troubles, on commence par les TOC, et donc là, il y a une prof de psycho et un psychiatre qui font ce chapitre. Donc ils redéfinissent les TOC, qui sont des obsessions qui entraînent une anxiété, et surtout une souffrance, et puis du coup, après, des compulsions, qui sont donc des comportements répétitifs, pour neutraliser l'angoisse. Il y a 3 types de TOC, il y a les personnes laveuses, on dit, les personnes vérificatrices, et les personnes ruminatrices. À partir de là, donc on parle beaucoup de l'explication des TOC, et ils expliquent que comment les TOC sont pris en charge par les thérapies cognitivo-comportementales. Notamment, donc, ils font de l'exposition avec prévention de la réponse. Ça veut dire qu'on va s'exposer à la source de stress en essayant de ne pas faire le rituel, donc la compulsion. Et puis ensuite, on fait aussi de la restructuration cognitive. Donc en gros, on va vouloir faire changer les pensées négatives qui sont anxiogènes chez les personnes. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on fait dans toutes les approches de thérapie. Je connais pas une approche de thérapie qui n'a pas une conséquence sur les pensées négatives des gens qui les font souffrir. Donc là, du coup, je trouvais que c'était restrictif de dire que c'était que TCC, parce qu'en fait, pour moi, toutes les approches font ça. Et du coup, là, j'étais pas très intéressée parce que moi, j'avais envie surtout ok, pourquoi pas un petit rappel, mais ensuite qu'on me propose des options, et puis aussi qu'on m'explique pourquoi ce trouble était résistant, autrement qu'en me disant, on a constaté statistiquement, c'est un trouble résistant régulièrement au traitement, donc voilà. Mais moi je voulais qu'on m'explique éventuellement pourquoi. Bon, ensuite il y a toute une partie de ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui sont atteintes de TOC, donc où il y a le striatum et le cortex qui sont hyper activés et hyper connectés surtout, et puis du coup il y a un dysfonctionnement du système de récompense dopaminergique. Bon, ok, pourquoi pas, mais en fait je vois pas en quoi c'est spécialement spécifique au TOC, ou en tout cas quelles conséquences ça peut avoir pour nous dans nos cabinets. Parce que du coup, ça ne nous dit pas si ça vient d'un dérèglement du système de stress, comme ça peut arriver dans plein de troubles psy, et si c'est au préalable, donc c'est-à-dire qu'on a un dérèglement du système de stress par exemple, et du coup ça va générer des symptômes comme les TOC, ou bien ça ne nous dit pas non plus si on est comme ça, donc ça ne donne pas l'origine de pourquoi il y a tous ces dysfonctionnements au niveau cérébral, et puis ça ne dit pas non plus si ces particularités, elles se traitent différemment des autres troubles. Quand vous êtes en thérapie, on va toujours travailler à la fois sur la pensée, l'émotion, le corporel, et le comportement. Et finalement, ça, c'est dans toutes les approches de thérapie, et surtout dans tous les troubles. Donc finalement, en fait, c'est pas que c'est pas intéressant ce qui est décrit comme proposition, c'est juste que pour moi, rien de nouveau sous le soleil, en fait, c'est ce que disent déjà plein d'autres auteurs et plein d'autres approches de thérapie. Et puis comme c'est centré sur les TCC, il n'y a pas de comparaison avec d'autres approches de thérapie. Et puis surtout, il n'y a rien sur le trauma. Donc du coup, je suis un peu restée sur ma faim, j'ai trouvé que y avait une description de ce trouble, une description des TCC, mais j'ai pas appris grand-chose. Le deuxième trouble qui est décrit, donc, ce sont les troubles bipolaires. Donc là, c'est écrit par un psychologue et un médecin. Donc les troubles bipolaires, c'est un trouble de l'humeur, avec des éléments qui sont héréditaires. Et souvent, il y a besoin d'une médication. Et surtout, les variations peuvent durer dans le temps. Ça varie pas vraiment d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre. Ça va plutôt varier sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le trouble bipolaire, et notamment la différenciation avec le trouble borderline, trouble de la personnalité borderline, et le trouble de
de stress post-traumatique complexe, je vous renvoie à notre vidéo. Si on y arrive, on mettra là, je crois que c'est à droite, dans le petit i pour que vous puissiez avoir le lien directement vers la vidéo qu'on a déjà fait à ce sujet. Dans les troubles bipolaires, il y a tellement de comorbidités, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de troubles bipolaires souffrent régulièrement aussi d'autres pathologies, que en fait c'est pas si simple de faire des bons diagnostics, de différencier ces différents troubles, et donc parfois il y a des diagnostics un petit peu pas si certains que ça. Et je pense que ça peut expliquer pourquoi on considère que les troubles bipolaires sont résistants, c'est qu'en général c'est pas la seule psychopathologie dont souffrent les personnes. Alors là, ce qui est proposé, c'est de la psychoéducation, méditation MBSR, donc vous savez, c'est un certain style de méditation vraiment basé sur la pleine conscience pour la réduction du stress, et un travail cognitif. En fait, c'est une remédiation, donc c'est un travail sur l'attention sélective et soutenue notamment, où on va faire de l'entraînement finalement cognitif. Souvent les neuropsys proposent ça. Et puis il y a un travail de relations sociales. Bon, bah là, ces 4 éléments, en fait, c'est ce qu'on fait dans toutes les approches de thérapie. Donc j'ai pas trouvé non plus en quoi c'était important de spécifier ça pour les troubles bipolaires, parce qu'en fait, on va faire ça pour toutes les pathologies, et en plus dans quasiment toutes les approches. À nouveau, c'est centré sur les TCC, donc on ne sait pas si d'autres approches seraient utiles, et puis à nouveau, rien sur le trauma, alors que chez les personnes bipolaires, même si on sait que il y a un élément d'hérédité qui fait que ils sont particulièrement sensibles probablement au trauma, puisque cet élément d'hérédité va se coupler avec des éléments environnementaux, et notamment s'il y a des traumatismes, ça peut faire flamber le trouble. Je trouve que ça aurait été intéressant d'en dire quelque chose. Bon, et là, rien. En plus, ils décrivent que ce qu'ils proposent, c'est pas des traitements miracles, et que l'amélioration est subjective. Donc moi, j'ai l'impression de comprendre, finalement, tout ça, en fait, c'est pas fantastique. Et puis, troisième trouble, donc la dépression, donc écrit par une psychologue et un psychiatre. Alors là, il m'a manqué quand même dans la définition tout ce qu'on vous avait déjà décrit, donc c'était l'année dernière avec Ariane de Yoga Coaching, on vous avait fait tout un cycle sur la dépression. Là, si on y arrive aussi, on va mettre sous le petit i pour que vous ayez le lien vers la vidéo. Et donc, j'avais parlé des études, je crois, qui ont été faites autour de 2015, il me semble, dans lesquelles on explique que finalement, aujourd'hui, on parle de la dépression, mais en fait, il y a plein de dépressions différentes, et du coup, comme tout ça n'est pas très bien différencié, quand on fait des études sur la dépression, on se retrouve avec des échantillons, donc c'est-à-dire les groupes de gens qu'on étudie, finalement, ils ont une pathologie qu'on appelle tous la dépression, mais en fait, il y en a plein qui ont des types de dépression différents, et la dépression a plein de fonctionnements différents. Et donc, les études ne sont pas très représentatives, parce qu'en fait, il faudrait déjà discriminer les différents types de dépression. Donc là, j'ai trouvé que dans la définition, ça manquait, parce qu'on ne nous parle pas de cette problématique qui fait que, du coup, la dépression est un trouble assez mal soigné, mais parce que la manière dont on l'aborde aujourd'hui est trop généraliste. Donc, ils décrivent que la première intention, là, ce serait le médicament, mais qu'en fait, l'effet est pas non plus fantastique, et qu'il y a une rémission que dans un tiers des cas, en tout cas dans la première vague de médicaments, parce qu'ils expliquent qu'on peut donner plusieurs fois de suite des médicaments. Et là, ils parlent des recherches sur la kétamine, donc qui sont en cours, qui a des effets rapides, mais pas sur le long terme, donc ils essayent de voir comment on pourrait développer des médicaments avec la kétamine, etc. Bon, ils parlent de la thérapie d'activation comportementale, où on active en fait les comportements opérants des patients et les renforcements positifs. Bon là, j'ai envie de dire, c'est aussi des choses qu'on fait dans d'autres thérapies. J'ai pas trouvé que c'était révolutionnaire non plus. Et à nouveau, rien sur le traumatisme, parce que là aussi, chez les personnes qui ont vécu qui ont des dépressions, il y a un certain nombre de personnes qui ont des traumatismes, et puis il y a aussi beaucoup de conditionnements, c'est-à-dire que des situations dans lesquelles les gens, même si c'était pas spécialement traumatique, ils ont été conditionnés à ce qu'on s'occupe pas forcément d'eux, qu'on les néglige, et ils ont commencé à se dire qu'ils étaient pas importants, qu'ils servaient à rien, et donc ça peut générer ensuite des dépressions, et ça, on n'en parle pas tellement non plus. Donc voilà, vous aurez compris que cette partie 2 sur les troubles, finalement, moi, elle m'a pas trop intéressée, je suis restée sur ma faim. Alors je dis pas que c'est inintéressant, peut-être que si on n'y connaît rien du tout sur ces 3 pathologies, ça donne quand même peut-être des bases, mais moi j'aurais tendance à dire que si vous voulez en connaître plus sur ces pathologies, peut-être aller lire des livres qui sont dédiés à elles. Alors bien sûr, ce sera plus long. Si vous l'avez lu et que vous avez été intéressé, que ça vous a donné des bases sur ces 3 pathologies, dites-le moi, parce que peut-être que moi je me rends pas compte du fait qu'effectivement, comme étant psychologue, peut-être j'ai déjà lu plein de choses, et là, j'ai été un peu déçue finalement par ça, et surtout, j'étais d'autant plus déçue que j'avais été enchantée par la première partie sur l'historique. Et puis la dernière partie, c'est plutôt la politique publique de santé. Donc alors là, c'est toute une partie qui m'a rappelé un peu la fac de droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je faisais du droit administratif à la fac, donc il y a maintenant 25 ans, on avait beaucoup de sigles, beaucoup d'institutions. Vous avez des institutions dans tous les sens. Il y a ça qui s'occupe de ça, puis ça qui s'occupe de ça, et puis ça change à chaque mandat, etc. Donc j'ai trouvé que c'était très difficile à lire, surtout si vous lisez ce livre en vous attendant à lire de la psychologie. Là, vous êtes dans des trucs très juridiques et très techniques. Bon, je vous avoue, j'ai un peu lâché l'affaire. Ce que je peux vous en dire, c'est que on dit que les pathologies mentales entrent au 2e rang
de consultation chez les médecins généralistes après les troubles cardiovasculaires. Donc du coup, il y a un impact vraiment important en termes de santé publique à s'occuper des pathologies mentales. Et donc ça parle du problème de financement de ça, parce qu'il faut, pour pouvoir rembourser, il faut avoir des sous, donc il faut lever des impôts. Ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que finalement vous avez plein d'institutions, tout ça est coordonné par personne, chacun bosse dans son coin, c'est ce que j'ai compris, et en fait c'est pas très efficace, quoi. Et ça viendrait aussi d'un manque de motivation, visiblement, pour traiter ces questions-là. Au final, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent surtout sur le privé, sur les associations, alors que sur le plan public, c'est un peu, tout le monde est un peu perdu, on s'en occupe pas vraiment, c'est un peu laissé à l'abandon. Bon voilà, donc pour faire la conclusion, je vous dirais que j'ai adoré vraiment la première partie de ce bouquin, et je vous invite à la lire si vous avez le livre chez vous ou si vous avez emprunté ce livre à la bibliothèque. Pour le reste, je suis intéressée de vos avis. Si vous n'aviez aucune connaissance sur ces troubles, ou même si vous en aviez et que finalement vous avez trouvé intéressant, vos commentaires m'intéressent. Moi j'ai été déçue par cette partie-là sur les troubles finalement, alors que j'attendais peut-être des choses peut-être trop spécifiques, ou je m'attendais à aussi une ouverture. Je sais bien que dans les centres de recherche, régulièrement, ils sont centrés sur un type d'approche, et ils peuvent pas, quand on fait de la recherche, on peut pas tout regarder ensemble, donc peut-être que voilà, ça m'a un petit peu frustrée, puis notamment moi je suis spécialisée en psychotrauma, donc peut-être ça m'a frustrée qu'on n'en parle pas du tout. Voilà, dites-moi vous, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et puis si ça vous a donné envie de lire, en tout cas la première partie de ce livre. Le prochain psychobook pour lequel vous avez voté pour janvier-février, c'est donc L'intelligence cachée des hormones, parce que j'en suis à un quart. Dans mon attente, ça parle de l'impact des hormones sur la psychologie, donc on va lire ça ensemble jusqu'à fin février, puis ensuite on aura le débrief. Et puis... Et tu leur as parlé de la lettre psy ? La quoi ? La lettre psy. Ah non. Ah vas-y, fais une place. Alors la lettre psy, c'est un email gratuit qu'on envoie une semaine sur 2. Vous pouvez vous inscrire sur catherinapsy.com, et en fait on fait des articles, Catherine et moi, donc on écrit à 4 mains. Et cette semaine il y a des articles qui vont être assez sympas, parce que moi j'ai écrit quelque chose sur, en fait, est-ce que les psys sont rentables ? Parce qu'il y a une étude scientifique qui porte là-dessus. Toi t'as écrit sur quoi ? Et moi j'ai écrit un article pour savoir si les psys qui sont spécialisés dans le psychotrauma voient du trauma partout. Voilà, donc pour vous abonner, rendez-vous sur catherinapsy.com tout attaché.